Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de votre journal. Pour cette édition d'information, l'actualité nous conduira d'abord en République centrafricaine avec la suite du processus électoral. Et le deuxième tour de la présidentielle qui se tiendra le 31 janvier prochain, c'est l'heure des alliances. Une vingtaine de candidats se sont ralliés ce week-end à l'indépendant Faustin Archange Touadéra. L'ancien premier ministre de François Bozizé arrivé second lors du premier tour derrière Anissé Georges de Leguélé. Au Niger, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, reste en prison. Candidat à la présidentielle le 21 février prochain, l'homme est poursuivi pour une sordide affaire de trafic de bébés en direction du Nigeria. Il a vu ce lundi sa demande de liberté provisoire rejetée par la justice nigérienne. Une décision qui complique l'avenir de ce dernier. Une note d'économie également dans ce journal et cette bonne nouvelle pour la zone CFA qui connaîtra en 2016 la croissance. L'année 2015 ayant été marquée par un ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne avec un taux de croissance évalué à 4,6%. La Banque mondiale estime que cette croissance connaîtra un rebond en 2016 pour atteindre les 5,7%, soit un point de plus. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Et tout de suite, la République centrafricaine. Les alliances commencent à se dessiner pour le second tour de la présidentielle dans ce pays. C'est le cas d'une vingtaine de candidats qui se sont ralliés ce week-end au candidat indépendant Faustin Archange Touadéra. Marielle Biogo pour les détails. Nouveau rebondissement pour le second tour de la présidentielle en République centrafricaine, alors même que la campagne pour cette deuxième phase du scrutin n'a pas encore commencé. Déjà, une vingtaine de candidats déchus se sont alliés à Faustin Archange Touadéra. Avec ce soutien, ce dernier peut espérer obtenir 20% de voix supplémentaires si le taux de participation reste stable. Pour ceux qui ont choisi de s'allier à celui qui était perçu comme l'outsider de cette présidentielle, sa personnalité et son passé sont des critères qui ont fait la différence. Pour Jean-Baptiste Koba, par exemple, c'est quelqu'un qui a une gestion réservée, prudente et peu clivante. D'autres personnalités de ce collectif de soutien estiment avoir par ce choix préféré la voie de la paix à celle de la contestation. Ce ralliement massif pour l'ancien Premier ministre de Bozizé lui fait prendre une longueur d'avance sur son rival Anissé Georges de Leguélé. Même si rien n'est moins sûr dans cette course à la magistrature suprême en République centrafricaine où les alliances se font et se défendent au gré des intérêts. Hama Amadou, le candidat à la présidentielle du 21 février prochain au Niger, met en prison pour un scandale de trafic de bébés en direction du Nigeria, a vu ce lundi sa demande de liberté provisoire rejetée par la justice nigérienne. Une décision qui complique l'avenir de ce dernier. Dina Kosso pour les détails. Depuis la validation de la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, par la Cour constitutionnelle, une lueur d'espoir semblait s'être emparée des militants de l'opposant. Emprisonné pour avoir été cité comme l'un des présumés commanditaires du trafic de bébés en destination du Nigeria, l'actuel opposant au chef de l'exécutif nigérien, Mamadou Issoufou, a vu ce lundi sa demande de liberté provisoire rejetée par la justice nigérienne. Même si l'affaire n'a toujours pas été jugée sur le fond, la décision de ce lundi avait une grande importance pour l'opposant et ses proches, puisqu'il est candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Face à ce rejet, de nombreux observateurs se demandent déjà s'il pourra mener sa campagne. Alors que ses avocats croyaient le voir sortir, puisque les autres personnes poursuivies dans la même affaire de trafic présumé de bébés sont déjà en liberté provisoire, de son côté, la justice nigérienne n'a pas partagé ce même point de vue. Rappelons que cela fait presque 2 mois que Hama Amadou est en prison à Filingué, à 200 km de Niamey. Il a été arrêté à l'aéroport à son retour de France après plus d'1 an d'exil. Depuis son retour, la pression sur ses militants s'est accentuée. Plus d'1 dizaine sont en prison. Les derniers ont été arrêtés à Noël dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de Joué par les autorités de Niamey. Et ce sujet va constituer le supplément d'information de ce journal-là. Au Nigeria, selon les résultats officiels annoncés dimanche, le gouverneur sortant de l'État pétrolier de Bayelsa, Seriake Dixon, a été réélu. Un scrutin qui, selon le candidat du Parti démocratique populaire, a été marqué par des violences. Le récit d'Abdoulaziz Maïga. L'État pétrolier de Bayelsa, fief de Goodluck Jonathan dans le sud du Nigeria, restera aux mains du parti de l'ancien chef de l'État, a-t-on appris ce dimanche soir au terme d'une élection de son gouverneur, marquée par de nouvelles violences. Le gouverneur sortant Seriake Dixon, représentant du Parti démocratique populaire, a été réélu avec plus de 130 000 voix
contre 86 000 pour son principal opposant du Congrès des progressistes, parti au pouvoir. Après un report et une invalidation, la commission électorale indépendante a publié les résultats et le PDP a reconnu sa victoire, laissant penser que le scrutin est validé malgré de nouvelles tensions et de nouvelles violences. Selon Dixon, 14 personnes ont péri dans des affrontements liés au scrutin de ce week-end. Une information battue en brèche par la police. L'État de Baelsa, qui ne compte qu'1 700 000 habitants, est l'un des plus petits de la fédération et est aussi l'un des plus pauvres, malgré ses ressources pétrolières. Selon nombre d'observateurs, le candidat de l'APC avait peu de chances de remporter cette élection dans cette région largement acquise au PDP. Et tout de suite, nous apprenons que Lionel Messi vient de recevoir son 5e ballon d'or. C'est dans son 5e titre de ballon d'or devant Cristiano Ronaldo. Nous y reviendrons probablement. Cap sur la Tunisie pour la suite du journal. Le secrétaire général démissionnaire de Nida Tounes, Mohsen Marzouk, a annoncé dimanche à Tunis le lancement au mois de mars d'un nouveau parti après son départ de cette formation politique secouée depuis des mois par une crise interne. Les précisions avec Abdelaziz Maïga. Au moment où se tient sur fond de crise aiguë, le congrès constitutif de Nida Tounes, le parti au pouvoir, Mohsen Marzouk, le secrétaire général ayant démissionné de son poste en décembre, contre-attaque. Lors d'un meeting populaire organisé ce dimanche au Palais des Congrès à Tunis, Mohsen Marzouk a annoncé le lancement d'un nouveau parti fondé sur la participation populaire. Ainsi, 1 million de Tunisiens prendront part à travers cette consultation à l'élaboration des orientations du parti, a-t-il dit. Ils seront appelés à fixer les objectifs et à choisir le nom du parti. En outre, selon Mohsen Marzouk, le nouveau parti s'inspire de la pensée bourguidiste moderniste, loin des interférences entre la religion et la politique. Affaibli par le départ de Bedi Caïb Essebsi, premier président démocratiquement élu de Tunisie, cette formation hétéroclite créée en 2012 est minée depuis des mois par une bataille de succession, opposant principalement son secrétaire général démissionnaire et le fils du chef de l'État, Hafed Caïb Essebsi. Reste qu'avec ces vagues de démissions et ces nouvelles défections, la formation politique Nida Tounes est à la croisée des chemins. 2 mois après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, la police malienne procède à ses premières inculpations de jeunes Maliens interpellés peu après les événements et considérés à tort comme des petits poissons dans l'affaire. Les détails avec Blanche Bidga. Complicité de crimes terroristes. Tel est le délit reconnu pour l'inculpation de ces 2 jeunes hommes. Selon des sources proches de l'enquête, l'un d'eux aurait été voisin au domicile d'un des djihadistes et lui aurait d'ailleurs fait un envoi de crédit téléphonique le jour de l'attaque. Le djihadiste attendait ses unités pour communiquer. Le second jeune malien inculpé, lui, aurait utilisé le même téléphone que les assaillants. Par ailleurs, s'exprimant ce week-end devant la presse, le procureur chargé du dossier a donné quelques précisions. Ainsi, on sait désormais que sur les 2 assaillants tués, un document aurait été retrouvé. Il s'agit d'une demande de libération de 2 islamistes détenus en Mauritanie et au Niger. Ce qui ouvre les perspectives des enquêteurs quant au dessein des assaillants et leur motivation. L'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako par 2 groupes d'islamistes en novembre 2015 avait alors fait une vingtaine de morts et plusieurs autres blessés. Au Cameroun, plus de 20 000 Nigérians ont été renvoyés dans leur pays par les autorités de Yaoundé. Ces milliers de réfugiés avaient fui les combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram qui secoue l'État de Borno au nord-est du Nigeria. Dina Koussou. Tous les réfugiés nigérians qui ne vivent plus dans le camp de Minalao, situé dans l'extrême nord camerounais, ne peuvent plus rester au pays de Paul Biya. C'est l'information qui justifie le rapatriement de plus de 20 000 réfugiés d'origine nigériane qui s'opèrent depuis quelques jours au Cameroun. Selon les autorités de Yaoundé, des dizaines de milliers de réfugiés qui ont fui du nord-est du Nigeria en raison des attaques meurtrières de Boko Haram n'étaient pas enregistrés au camp de Minalao, qui est situé dans l'extrême nord du Cameroun. Conséquence de cette situation, des rapatriements forcés.
La barre des 20 000 rapatriements forcés a été dépassée en ce début d'année 2016. Et pour de nombreux observateurs, ces rafles seraient même journalières. Pour preuve, il y a 2 jours, 205 personnes auraient été ramenées par camion vers la ville nigériane de Mubi. Cependant, les autorités camerounaises se défendent de rapatrier de force les réfugiés nigérians. C'est le cas du sous-préfet de Fotokol qui estime que 4 000 réfugiés nigérians sont aujourd'hui présents. Il pointe du doigt la situation sécuritaire dans l'état de Borno, trop instable selon lui pour les rapatrier. Toutefois, certains analystes expliquent que ces rapatriements forcés pourraient s'appuyer sur 2 raisons. D'une part, le poids économique des réfugiés dans un pays et d'autre part, la crainte des complicités terroristes de certains d'entre eux. Reprise des cours ce lundi à l'université de Garissa au Kenya, 8 mois après qu'elle ait été attaquée par un commando islamiste Shebab. Un massacre qui avait fait au moins 148 morts. Le récit d'un lundi timide dans cette institution avec Blanche Bidga. Reprise timide mais effective ce 11 janvier à l'université de Garissa. Seule une vingtaine d'étudiants se sont présentés en cours. Un chiffre qui dénote de la peur qui habite encore les esprits pour une université qui accueillait environ 800 étudiants lorsqu'elle avait été attaquée en avril dernier. À l'entrée de l'institution, des soldats armés montent la garde. La fouille pour toute personne ou véhicule voulant franchir le portail est de mise. Dans des salles inoccupées, l'on essaie à coups de brosse et d'eau d'effacer les traces, même invisibles, de l'épisode macabre. L'essentiel des victimes étaient alors des étudiants résidant sur le campus. Au moins 142 avaient été massacrés, la plupart de sang-froid. Une attaque considérée comme la plus meurtrière au Kenya depuis l'attentat en 1998 contre l'ambassade américaine à Nairobi qui avait fait 213 morts. La plupart des étudiants ayant survécu au massacre ont été transférés dans d'autres établissements et malgré les mesures de sécurité, ceux ayant repris les cours ce lundi étaient majoritairement originaires de la localité de Garissa, à 365 km de la capitale Nairobi et 150 km de la frontière somalienne. L'UNESCO et Airtel Gabon, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ont procédé ce lundi à Libreville au lancement officiel du programme Train My Generation, un programme mis en œuvre par l'UNESCO et qui vient renforcer les efforts du gouvernement gabonais à travers des formations gratuites de la jeunesse gabonaise dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Judith Kwendo sur les images de Yannick Edou. Le programme Former ma génération, fruit du partenariat entre l'UNESCO et la société de téléphonie Airtel Gabon, a été officiellement lancé ce lundi. Ce projet intègre la vision du président de la République, qui, nous le savons tous, place la formation de la jeunesse au rang des priorités et dont le leitmotiv, en l'occurrence, a toujours été d'affirmer que, je cite, le développement du capital humain doit permettre d'offrir une éducation de qualité à tous. Fin de citation. L'UNESCO n'a pas manqué de réaffirmer sa joie par la voix de son représentant au Gabon. Ce pourcentage de niveau de compétence nous permet aujourd'hui d'avoir une idée sur le niveau de pénétration de la connaissance numérique chez les jeunes et donc le besoin que nous avons de faire cette formation. De son côté, le directeur général de Airtel Gabon a rappelé à la jeunesse gabonaise combien est important ce programme de formation. Le programme Former ma génération constitue une véritable passerelle vers le chemin de la réussite. C'est pourquoi le groupe Parti Airtel, qui consacre d'énormes investissements dans le domaine social, s'investit dans ce nouveau challenge pour participer davantage à l'amélioration de la vie à travers de l'éducation de la jeunesse. Rappelons que les dites formations bénéficient aussi du label de l'Institut africain d'informatique et couvrent différents niveaux de certification dans le domaine répondant aux besoins et au marché de l'emploi. Et toujours au Gabon, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a procédé ce lundi à la mise en service d'une nouvelle usine de production d'eau potable située dans la commune d'Untoum, à l'est de Libreville. Cette structure vient combler le déficit d'alimentation de la capitale gabonaise en eau potable. Bienvenue, Miko. En accueillant le chef de l'État dans la pure tradition d'hospitalité locale, les habitants d'Untoum apprécient à sa juste valeur la mise en service, mais encore plus l'impact de la nouvelle usine d'eau potable dans le quotidien des populations.
Vraiment, c'est une fierté pour nous, en tout, ici. Ça, c'est vraiment un grand projet du président. On loue le chef de l'État dans la continuité de ces bonnes actions-là. Le geste que le président fait, c'est bien. C'est vraiment louable. Il nous manque encore beaucoup de choses, telles que l'eau. On n'a pas une pompe publique. Située à 40 km de Libreville, la nouvelle usine a une capacité de production quotidienne de 231 000 m3 d'eau potable. Sa mise en service ce jour devrait permettre de couvrir les besoins de la capitale au moins jusqu'en 2030. La visite à travers les installations de la structure a permis au président de la République d'apprécier encore mieux la portée de l'investissement. Le nouvel outil de production d'eau est révélateur de son engagement social et de sa volonté à offrir un meilleur accès à l'eau potable à tous, sans distinction. C'est un programme que nous avons commencé il y a un certain nombre d'années et que nous poursuivons. Il faut dire que ceci rentre dans le cadre du pacte social, soutenir les populations. Et donc je suis content d'avoir pu ce matin partager cette émotion, cette joie avec nos compatriotes. L'eau est source de vie, c'est indéniable. Le chef de l'exécutif gabonais a également procédé ce lundi à la mise en service du réseau de distribution d'eau potable au quartier Bel Air à Libreville. Le reportage d'Ali Rajumba. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à la mise en service du réseau de distribution de l'eau potable dans le premier arrondissement de Libreville au quartier Bel Air Diba. Un événement qui a réuni plusieurs personnalités de cet arrondissement. Fini les longs parcours pour trouver de l'eau, le réseau est désormais accessible aux populations de ce quartier. J'aimerais vous exprimer la fierté de la SCG et la joie de recevoir le chef de l'État sur ce chantier. Maintenant, nous lui avons montré la consistance réelle des travaux. Ce sont des travaux qui ont duré à peu près 6 mois et qui ont consisté à réaliser la pose de conduite sur 7 km. 7 km et demi précisément. Et donc, ces conduites vont permettre d'alimenter 10 000 personnes en plus dans la zone de Bel Air, plus le lycée de Diba. 30 ans après, fini les corvées d'eau et les difficultés domestiques liées à l'absence de ce liquide précieux. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en accomplissant ce geste, vient une fois de plus soulager ses compatriotes. Je suis contente de voir mon fils penser à nous aujourd'hui. On ne savait même pas. J'ai vu ça, c'est comme un rêve. Mais quand je regarde, c'est la réalité. On a l'eau, on est fiers maintenant pour l'eau. Notons que ce geste salutaire du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, permet désormais à 10 000 âmes de ce quartier d'avoir accès à l'eau potable. Voilà, c'était des reportages de nos confrères de la presse présidentielle gabonaise. Et dans la suite du journal, une note en bref et en images. Plusieurs centaines de Marocains ont manifesté lundi à Rabat pour protester contre l'utilisation de la violence par la police et les forces de sécurité lors des manifestations organisées jeudi par des professeurs stagiaires à travers le pays. Par centaines, ces hommes et femmes ont choisi la rue pour soutenir les professeurs stagiaires dans leurs revendications qu'ils jugent légitimes, mais aussi pour dénoncer ce qu'ils ont subi dans plusieurs centres de formation à travers le pays et surtout dans la ville d'Inzgane où une intervention des forces de l'ordre a fait de nombreux blessés. Je vous propose la réaction de certains manifestants. Pour ce qui est de notre Conseil national ou notre coordination nationale, nous n'avons entamé aucun dialogue officiel, mais nous sommes en contact avec des groupes parlementaires susceptibles de soutenir notre cause. Nous continuons notre combat pour faire pression sur le gouvernement. Nos demandes sont légitimes et à caractère social. Aucun parti politique ne nous soutient. Nous sommes indépendants. Nous avons uniquement le soutien de tous les Marocains, des syndicats, des associations des droits de l'homme et aussi de certains partis politiques. Économie à présent, alors que l'année 2015 a été marquée par un ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne avec un taux de croissance évalué à 4,6%, la Banque mondiale estime que cette croissance connaîtra un rebond en 2016 pour atteindre les 5,7%. Marc Elbiogo pour les détails.
5,7% est le taux de croissance évalué pour l'Afrique subsaharienne en 2016 par la Banque mondiale. Ce bailleur de fonds privilégié du continent noir estime ainsi que cette année sera meilleure que l'année 2015. En effet, une grande partie des pays ayant pour monnaie le franc CFA ont connu un ralentissement de leur croissance à cause des chocs extérieurs, notamment la baisse des cours du pétrole et des crises intérieures liées entre autres au défi de l'insécurité. Ces projections sont effectuées sous réserve d'un certain nombre de paramètres. Le principal réside dans la situation de l'économie chinoise, qui tire fortement celle de l'Afrique subsaharienne, mais qui est actuellement en difficulté. Par ailleurs, un risque politique global demeure avec la tenue d'élections au Niger, au Mali, en Zambie, au Ghana, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en République centrafricaine et au Bénin. Dans le même temps, il faudra continuer de mener la bataille contre les terroristes, entre autres au Nigeria, au Mali, en Somalie et au Kenya. Toutefois, la Banque mondiale estime que les locomotives de la sous-région, que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, afficheront des croissances respectives plus modestes de 4,6%, 1,4% et 3,3%. En économie, les Algériens vont devoir apprendre à se serrer la ceinture avec l'instauration des mesures d'austérité pour faire face à la chute des cours du pétrole qui a fait perdre au pays la moitié de ses revenus extérieurs en 2015. Ces mesures sont consécutives à la chute des cours mondiaux du pétrole. Judith Kwendo. La balance commerciale va atteindre un déficit de 12 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA. Telle est la conséquence de la chute des prix du pétrole en Algérie. Cette chute du prix du pétrole a entraîné une augmentation pour le prix de l'essence. Depuis le 1er janvier, les automobilistes payent jusqu'à 40% plus cher le litre d'essence et de gasoil. Et cette hausse en a mécaniquement entraîné d'autres. Les distributeurs de lait ont aussi observé une grève pour réclamer une révision de leur marge bénéficiaire sur les ventes de ce produit subventionné par l'État, dont les prix sont restés fixes depuis une dizaine d'années. Le gouvernement a d'abord décidé d'agir sur les budgets d'équipement en suspendant de nombreux projets, mais il est désormais contraint d'affecter directement le portefeuille des citoyens. Les Algériens vont devoir apprendre à se serrer la ceinture avec l'instauration de mesures d'austérité pour faire face à la chute des cours du pétrole qui a fait perdre au pays la moitié de ses revenus extérieurs en 2015. Cette hausse des prix des carburants, de l'électricité et du gaz influe directement sur le pouvoir d'achat des Algériens, d'autant plus que celui-ci est déjà fortement atteint par la dépréciation de la monnaie locale, responsable d'une augmentation importante des prix de produits importés dans un pays qui achète à l'étranger biens d'équipement, produits de consommation et médicaments. Et la page sportive du journal, vous le savez, nous en parlions à l'instant. Lionel Messi vient donc de recevoir son 5e titre de Ballon d'Or mondial et nous en parlons justement avec Willy Tonangoy de Bambera qui est sur ce plateau. Alors, Willy Tonangoy, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Oui, bonsoir Marie-Angèle. Oui, on pouvait peut-être s'attendre à autre chose, d'autant plus que Cristiano Ronaldo a également marqué les esprits, vu que ce joueur a marqué plus de 57 buts au cours de cette année civile. Mais derrière, il y a eu beaucoup de résultats engrangés par Messi. La Champions League, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Roi et autres. Messi a été un peu partout et surtout, les buts exceptionnels que ce garçon a eu à marquer ont fait en sorte qu'il fasse la différence aujourd'hui devant Cristiano Ronaldo en remportant son 5e Ballon d'Or. Cristiano reste donc bloqué à 3. En tout cas, merci Willy. C'est une actualité que nous allons suivre au cours de nos prochaines éditions d'information et surtout dans le cadre de cette sport. Merci. Merci Marie-Angèle. Et nous allons donc recevoir dans quelques instants Abdelaziz Maïga pour le supplément 7 en plus du journal. C'est dans un instant.
Voilà, nous recevons donc Abdulaziz Maïga qui va nous informer un peu plus sur cette demande de liberté provisoire d'Ama Amadou, l'opposant nigérien, qui a été rejetée par la justice nigérienne. Je reçois donc déjà Abdulaziz Maïga. Bonsoir Aziza. Bonsoir Marie-Angèle, bonsoir à tous. Alors, une nouvelle fois, une nouvelle demande de liberté provisoire pour Ama Amadou a été rejetée par la justice nigérienne. Qu'en est-il exactement? Alors, il s'agit d'un nouveau rebondissement dans l'affaire de Ama Amadou à un mois de la présidentielle. La demande de liberté provisoire demandée par l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger a été tout simplement rejetée pour la seconde fois. Ceci tout simplement parce que ces demandes ne respectent pas les codes ou encore les normes que la justice nigérienne s'est fixées. Et quelques heures après la lueur d'espoir née suite à la validation de la candidature de ce dernier à la course au fauteuil présidentiel, c'est donc une douche froide que vient de prendre les partisans du modèle Lafa Nouma, qui sont bien sûr, qui est le parti de Ama Amadou, mais aussi de ses partisans. Et sinon, on va dire tout simplement que l'étau se resserre de plus en plus autour d'Ama Amadou et suite à sa candidature, mais surtout pour la suite des événements au Niger. Mais malgré ça, est-ce qu'on peut quand même espérer une possible libération d'Ama Amadou? Rien n'est moins sûr parce que aujourd'hui la justice dit faire parler le droit, rien que le droit, même s'il faut déjà dire que cette déclaration de la justice est contredite par les partisans de Ama Amadou qui parlent d'une justice aux ordres des irrégularités constatées durant on peut même pas encore parler de procès durant cette délibération. Et du coup, on ne sait si Ama Amadou sera libéré dans les tout prochains jours, mais le moins que l'on puisse dire, seul l'avenir pourra le dire. Voilà Aziz, merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, seul l'avenir nous le dira, comme le signifiait Abdulaziz Maïga, et c'est ici que se referme ce journal, mais avant le rappel des titres. Pour cette édition d'information, l'actualité nous conduira d'abord en République centrafricaine avec la suite du processus électoral. Et le deuxième tour de la présidentielle qui se tiendra le 31 janvier prochain. C'est l'heure des alliances. Une vingtaine de candidats se sont ralliés ce week-end à l'indépendant Faustin Archange Touadéra. L'ancien Premier ministre de François Bozizé arrivé second lors du premier tour derrière Anissé Georges de Léguélé. Au Niger, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, reste en prison. Candidat à la présidentielle le 21 février prochain, l'homme est poursuivi pour une sortie d'affaires de trafic de bébés en direction du Nigeria. Il a vu ce lundi sa demande de liberté provisoire rejetée par la justice nigérienne. Une décision qui complique l'avenir de ce dernier. Une note d'économie également dans ce journal et cette bonne nouvelle pour la zone CFA qui connaîtra en 2016 la croissance, l'année 2015 ayant été marquée par un ralentissement de l'économie en Afrique subsaharienne avec un taux de croissance évalué à 4,6%. La Banque mondiale estime que cette croissance connaîtra un rebond en 2016 pour atteindre les 5,7%, soit un point de plus. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. À demain, 20h.